L'Association des étudiantes et des étudiants de Laval, inscrits aux études supérieures, l'Allier, en collaboration avec l'Université Laval et le Bureau du Sommet des Amériques, du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du gouvernement du Canada, a le plaisir de vous offrir les moments marquants d'une conférence présentée sous l'égide de la chaire publique de l'Allier et tenue à l'Université Laval le vendredi 2 février 2001. Le thème proposé porte sur l'intégration des Amériques, enjeux sociopolitiques et culturels. Pour aborder cette question, nous recevons l'honorable Pierre Petitgrou, ministre du Commerce international du Canada, M. Dorval Brunel, professeur au département de sociologie et co-directeur du groupe de recherche sur l'intégration continentale à l'Université du Québec à Montréal, et Maître Nicole Lacaze, titulaire de la chaire Stephen Yarilowski à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Je demanderai à Maître Lacaze d'ouvrir cette conférence-débat avec son point de vue. C'est moi qui vous remercie. Alors, pour ouvrir le débat, je pense que comme juriste de formation, on se pose toujours des questions sur le vocabulaire qu'on utilise. Et notamment, on parle constamment de globalisation, de mondialisation, d'intégration économique. Ce sont des concepts très flous et surtout utilisés à toutes les sauces, en ce sens qu'on emploie ces termes-là d'une façon assez immodérée et de manière à vouloir dire, et pas d'une façon innocente, à vouloir dire que c'est un peu un déterminisme, un non-choix, les sociétés n'ont pas le choix d'aller là-dedans, on est venu, c'est hors du contrôle politique, ça se passe en dehors de nous, c'est la mondialisation. Et cette façon de voir et d'employer ces termes-là est assez critiquable au départ parce que la globalisation, c'est d'abord des modifications structurelles, mais ça ne se manifeste pas d'une façon, je dirais, uniforme. Il y a vraiment différents modes de régulation qui expriment ce phénomène-là, diverses conjonctures, et ce n'est pas aussi simple qu'on voudrait le dire dans les extrêmes, comme par exemple les néolibérales disent c'est l'économie de marché pur. Ce n'est pas ça tout à fait. Et les antimondialistes disent à un moment donné c'est le rouleau compresseur, c'est la McDonaldisation, l'agression culturelle. Alors c'est un peu le débat dans les deux coins, je vous dirais. Et au cœur de ce débat-là, il y a une question fondamentale qui est de savoir le débat. Le commerce peut-il vraiment être un facteur de développement, un facteur de paix, de progrès? Et le sommet des Amériques, le débat se situe, à mon avis, à ce niveau-là, de savoir est-ce que, en favorisant la libéralisation du commerce, on peut favoriser le développement des économies et donc les progrès sociaux dans les pays qui sont dans la négociation, donc les 34 pays qui négocient au sommet des Amériques. Alors, est-ce que par cette libéralisation, ça peut être un des moyens pour atteindre, je dirais, d'autres objectifs sociaux et qui seraient liés à l'économie? Alors, l'idée derrière ça, là, je vais laisser mes collègues, je suis certain qu'ils vont, ce débat va être amplement repris par mes deux collègues. Personnellement, je pense que il y a une politique d'exclusion dans la mondialisation sur laquelle tout le monde s'entend aujourd'hui, qu'on soit dans un coin ou dans l'autre, et que l'idée du sommet des Amériques, c'est peut-être un peu d'ouvrir le club privé, c'est-à-dire on est déjà, nous, en libéralisation économique, et on trouve que ça, entre nous, dans la zone de libre-échange du Nord, ça nous est avantageux. On peut décider de continuer à faire le commerce entre nous et que les gens du Sud s'organisent dans leur commerce, et comme ça, on exclut des continents complets du commerce international, et peut-être, si on suit le raisonnement, du développement économique. Et on peut donc se dire, non, on garde nos privilèges, entre guillemets, on reste fermé, puisque nous, ça va bien, et on ne se soucie pas nécessairement de ce qui se passe plus bas dans les autres continents. Alors, de demander si le commerce est la clé de tout, je ne pense pas que c'est le grand sauveur. Et ça, c'est l'autre chose, de dire le marché pur est le grand sauveur et on va l'instaurer à la grandeur et il n'y a pas de problème. Dans l'économie de marché, le capitalisme pur, ça a évolué et on ne dit plus depuis longtemps chez les économistes que le marché est autorégulateur, qu'il est sans faille, qu'il arrive à créer vraiment le développement complet. Au contraire, ça ne tient plus. C'est une vieille théorie qui a évolué depuis plusieurs années et où on dit le marché autorégulateur, le marché qui s'auto-institue n'existe pas. L'exemple russe est assez éloquent à ce niveau-là, du marché qui serait auto-instituant, je vous dirais, là, ça n'est pas arrivé. Et on sait que pour qu'un marché fonctionne, il faut qu'il y ait des conditions extrêmement restrictives, des conditions bien contrôlées.
les pays développés ont toujours eu des lois sur la concurrence, des lois commerciales assez précises, en disant les lois du marché n'arriveront pas nécessairement à tout réguler. Il faut vraiment avoir une réglementation. Et je pense que c'est là qu'on parle du sommet des Amériques, d'une réflexion posée en disant la mondialisation et surtout l'intégration économique, ça ne veut pas dire on libéralise tout, on déréglemente tout, on ouvre tout à tout le monde. Ça veut dire on réfléchit sur les conséquences d'une libéralisation, on libéralise d'une certaine façon, mais on garde aussi les rênes au niveau politique. On ne dit pas c'est un déterminisme absolu où il n'y a plus aucun pouvoir du politique, où ça va tout se régler par les grandes entreprises et que l'équilibre va arriver, que les grands écarts économiques, l'injustice va se régler par elle-même. C'est plutôt une philosophie et ça évolue tous les débats, autant au niveau de l'Europe, autant quand on a atterri l'accord multilatéral sur les investissements, l'AMI en 98. Je pense qu'on s'en va un peu vers une autocritique du néolibéralisme et on s'en va vers une conscience où on dit les aspects sociaux doivent être pris en compte, les conséquences de ces intégrations-là, de ces mouvements du marché doivent être pris en compte et il faut instaurer des mesures de contrôle. Ce qui fait que dans le sommet des Amériques, il y aura un volet, bien sûr, libéralisation, mais il y a aussi des garanties qu'on doit se donner, des mesures de contrôle qu'on doit instaurer pour tirer profit, je dirais, de la réflexion qui s'opère et qui est amenée à bon escient par toutes sortes d'organisations, je dirais, qui ont une conscience sociale peut-être plus affichée ou une conscience verte, là, environnementale plus affichée, mais qui portent quand même une réflexion sur le processus et sur les fins. Et ce qui fait d'ailleurs que dans ce qu'on retrouve dans les négociations du sommet, on ne retrouve pas seulement, et là aussi ça va être rediscuté par mes collègues, une partie économique, mais on retrouve des valeurs sociales, des valeurs humaines qu'on veut voir prendre place. On parle de quoi? De développer le capital humain, d'arriver à pouvoir avoir des valeurs démocratiques communes, donc un développement de valeurs communes. Et on nous dit souvent, on ne parle pas de valeurs, au contraire, on parle. Parce que autant on a dit, la mondialisation, c'est inévitable, autant tous commencent à dire, oui, c'est peut-être aussi inéquitable. Okay? On a commencé à constater, et ça a été dit plus tôt dans la conférence de presse, que les inégalités entre les États s'accentuent et les inégalités entre les individus s'accentuent. Okay? Ce n'est pas juste les États, c'est aussi les États riches sont de plus en plus riches, les pauvres s'enfoncent dans le gouffre, mais dans nos États aussi, nos riches sont de plus en plus riches, nos gens pauvres sont plus pauvres, puis la classe moyenne, ben, essaye de ne pas sombrer vers le bas puis de monter vers le haut. Donc, c'est sûr qu'il y a des questions à se poser sur cet accroissement des inégalités dans une période où il y a une pleine croissance économique. Alors, ces différences-là importantes, on doit en tenir compte et je pense que le sommet des Amériques ne doit pas être vu comme le grand ennemi, mais plutôt une occasion de tenir ces débats-là, de prendre compte de ces critères sociaux qui sont importants et de les amener aux côtés de l'économique. Parce que bien que ça puisse déplaire à certains, je pense que l'économique a un rôle à jouer dans le développement social, qu'on ne peut pas dire on va développer des économies, on va développer des pays en mettant de côté complètement le commerce, en mettant de côté complètement l'apport du privé dans ça. Par contre, je pense que la vraie question, c'est comment on va réguler cet apport-là, comment on va dire qu'il y a une nécessité politique de redistribution et qu'on a besoin pour ça de règles internationales et non pas simplement de lever des barrières, mais aussi de poser des règles de fonctionnement une fois que les barrières sont levées. Le meilleur exemple de ça, c'est probablement le monde de la finance, qui a été déréglementé, où on est arrivé avec des crises comme la crise asiatique, où on commence à se demander est-ce qu'on doit re-réglementer certains secteurs pour amener une certaine stabilité, pour ne pas qu'on soit, avec les flux monétaires, vraiment la proie de mouvements incontrôlables, ni par les gouvernements, ni par personne, sauf ceux qui dirigent les marchés. Donc, il y a sûrement des aménagements. Je reviens sur l'idée de différence entre les États. Pour moi, c'est fondamental dans cette négociation d'être conscient que les pays autour de la table n'ont pas tous le même niveau de développement. Ce n'est pas la même chose que la négociation qu'on a fait avec les États-Unis, où, bon, il y a des différences, mais c'est quand même des pays où les niveaux de vie sont comparables, les économies de marché étaient déjà là. Et certains des pays autour de la table sont vraiment des pays où le niveau de développement, la taille des pays, on est 34 autour de la table, est pour moi un obstacle à une intégration, je dirais, mur à mur, à une seule vitesse. OK? Il y a des mesures, des aménagements spécifiques qui doivent être réfléchis
et on a créé même un groupe là-dessus sur les économies de petite taille. Donc, il faut qu'on s'entende sur comment on les définit. J'ai vu qu'il y avait des difficultés à ce niveau-là. Mais, à mon avis, il y a vraiment des mesures spécifiques qui doivent être prises, qu'il doit y avoir aux côtés de la SLEA aussi des projets de développement économique et social. Sinon, pour les pays qu'on veut intégrer dans ces zones-là, pour des petits pays, par exemple des Antilles ou d'Amérique centrale, il est clair qu'une ouverture complète et instantanée, que les mêmes obligations imposées à tout le monde à la même vitesse pourrait être vraiment catastrophique au niveau de la désindustrialisation de ces pays-là pour augmenter les inégalités sociales. Donc, il y a vraiment des choses à réfléchir à ce niveau-là. Donc, il faut plutôt trouver des moyens d'aider à tirer profit d'une ouverture économique et de tenir compte aussi de ces disparités-là économiques de base dans la façon de le faire en ayant des clauses plus tolérantes à leur niveau. Donc, le message dans tout ça, c'est de dire que le défi, c'est, pour moi, à mon avis, là, il y a une dynamique dynamique économique, une dynamique du capitalisme qui existe, et il faut trouver un moyen de la mettre au niveau de la société, au service de la société. À ce niveau-là, les idées ont évolué. On a parlé souvent, on parle maintenant de développement durable. On revient au développement durable parce que c'est un vieux concept. D'entreprise responsable, je vous disais tantôt, réalisation du potentiel humain, de coopération entre États. Et le défi ici, c'est de trouver justement comment faire une coopération entre États sur un modèle qui était d'abord axé complètement sur l'économie pour y intégrer des volets différents, des volets sociaux, qui sont quoi? Trouver donc des règles communes en matière sociale. Les classiques, on dit tout le temps, le travail. L'ALENA l'a intégré dans un accord parallèle. Je pense qu'il faut aller un petit peu plus loin à ce niveau-là, dans ce qu'on est en train de faire. Dans l'environnement, il faut là aussi pousser plus loin. On a mis des règles, mais on n'a pas mis d'organismes pour les appliquer, d'organismes régulateurs. Il y a d'autres règles aussi dont on parle moins. Les règles communes, ils sont quand même dans l'accord. Quand je disais il faut apprendre à contrôler le mouvement du marché, il faut mettre des règles en concurrence. Les pays développés en ont. En Europe, aux États-Unis, le droit de la concurrence est très développé. Dans les pays du Sud, c'est beaucoup moins développé et on sait que le marché ne va pas s'auto-réglementer, s'auto-réguler seul. Il faut arriver à des règles et peut-être donc des règles communes en droit de la concurrence. Je parlais du secteur financier. Est-ce qu'on va déréglementer, mais est-ce qu'on va en arrière libéraliser, mais est-ce qu'on va en arrière mettre des règles communes pour essayer de contrôler ce qui se passe? À ce niveau-là, je pense que l'agenda du Sommet des Amériques semble intéressant ou semble prometteur à tout le moins, puisque ces questions plus, je dirais, humaines ont été abordées. On va parler non seulement d'équilibre des marchés, mais aussi de préoccupations sociales. On va parler de clauses sociales, pour toutes sortes de raisons peut-être, de clauses démocratie, où on veut assurer des élections libres dans les pays, qu'il y a une certaine démocratie, des clauses de liberté fondamentales pour les humains, pour arriver. Donc, on aborde ces questions. Et je pense que par ce sommet-là, le Canada, qui en est l'autre, est en bonne position pour faire valoir, poser ses valeurs. Mais c'est sûr qu'il ne faut jamais oublier qu'on est 1 sur 34 à la table, que ça ne veut pas dire que c'est nos valeurs qui vont nécessairement convenir aux 34 sociétés qui sont là. Mais je pense que l'idée derrière les négociations, pour moi, du Sommet des Amériques, c'est qu'il y a un aspect économique, mais il faut que l'aspect social, il soit vu comme un élément essentiel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement dire on libéralise, on doit avoir dans le sommet une occasion d'ouvrir et de s'ouvrir. Et s'ouvrir, l'ouverture économique, et je vais conclure là-dessus, ce n'est pas simplement de dire on ouvre les marchés et puis on s'en va faire des affaires vers l'Amérique latine. C'est aussi de dire comment on peut aider ces pays-là à tirer profit de cette ouverture de marché-là, comment on peut aménager pour une période de transition pour les amener vraiment à un développement économique et à, je dirais, un avancement des avantages sociaux pour ne pas qu'on se retrouve avec une baisse dans nos programmes sociaux. Mais ça, je suis certain que mon collègue Dubout va avoir l'occasion d'en discuter. Alors, je vous remercie. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci d'être là. Je remercie aussi le ministre Pettigrew. Merci, Madame Laclasse. Je vais commencer de la manière suivante. Quand on parle de libre-échange, il ne faut pas se leurrer. Il ne s'agit plus d'une mesure de facilitation de commerce. Si on pouvait chasser cette idée de notre tête, on ferait un pas en avant.
Le libre-échange a été cela. Le premier accord de libre-échange qui a été signé entre le Canada et les États-Unis date de 1852. Quand le Canada et les États-Unis signent un accord de libre-échange, ici, à Québec, hein, vous souvenez-vous, mars 1985, Mulroney et Reagan, main dans la main, chantant « Irish Eyes Are Smiling », étant donné qu'on a les deux économies les plus intégrées de la planète, il ne s'agissait pas de mesures de facilitation de commerce. D'ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de l'ALENA, en particulier, les États-Unis sont en déficit commercial avec le Canada, ils sont en déficit commercial avec le Mexique. Leurs plus gros déficits commerciaux se font avec ces deux partenaires. D'où la question que je vous pose, se pourrait-il que les négociateurs américains ne sachent pas négocier? Depuis l'ALENA, le Canada est en déficit commercial avec le Mexique. J'ai été chercher les chiffres hier. Le déficit commercial du Canada vis-à-vis du Mexique croît depuis 1994. Alors, on pourrait demander à M. Pettigrew si les négociateurs canadiens ne savent pas négocier un accord de libre-échange. Depuis 1996, on a un accord de libre-échange avec le Chili. Le Chili compte pour 1/10 de 1% des échanges commerciaux totaux du Canada. On fait la dentelle, là. Depuis la signature de cet accord, le Canada est en déficit commercial avec le Chili. Se pourrait-il que nos négociateurs, eux non plus, ne sachent pas négocier comme les négociateurs américains? C'est inquiétant. Or, quand on regarde d'autres données, on fait toute la lumière sur cette chose-là. Quel est le secteur qui exporte le plus vers les États-Unis, depuis le Canada vers les États-Unis? Quel est le secteur qui exporte le plus depuis le Mexique vers les États-Unis? C'est le secteur de l'automobile, les pièces automobiles. Question, combien y a-t-il d'entreprises canadiennes dans le domaine de l'auto? Combien y a-t-il d'entreprises mexicaines dans le domaine de l'auto? Réponse, 0 chacun. Alors, ici, se produit quelque chose d'assez intéressant. On a une situation dans laquelle on a renforcement des échanges. Pour les États-Unis, le déficit commercial n'est pas important. Bien sûr, c'est la plus grande puissance de la planète. Leur PNB compte pour 80% du PNB des Amériques. Mais on se rend compte que le libre-échange, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de mesures, elles, tout à fait nouvelles, qui concernent essentiellement l'ouverture des marchés publics, les investissements, le chapitre 11, l'AMI de ténébreuse et funeste mémoire, et les négociations des services. Alors, quand on regarde les investissements, tout s'éclaire. Tout devient tellement clair. Quel est le secteur? Alors, je vais vous donner une idée, parce que c'est comme des chiffres, les économistes adorent ça. Le commerce bilatéral, les importations du Chili comptent pour 475 millions. Nous exportons 406 millions, surtout dans ça, le vin. Et on peut penser donc que l'accord du Canada-Chili aurait été négocié à la demande des consommateurs canadiens et québécois de Tarapacá, un excellent vin chilien par ailleurs, ce qui expliquerait qu'on a un déficit face aux Chiliens. Or, quand on regarde les investissements, on se rend compte que l'an dernier, il y a 11 milliards de dollars d'investissements canadiens au Chili. Où cela va-t-il? Cela va essentiellement dans deux secteurs, le cuivre et le bois. Alors, on comprend mieux maintenant pourquoi ce n'était pas le 1/10 de 1% qui a amené le Canada à négocier l'accord de commerce, l'accord de libre-échange, souvenez-vous de ce terme merveilleux, libre-échange avec le Chili, c'est essentiellement les pressions des multinationales du cuivre et, deuxièmement, les multinationales des pâtes et papiers qui, virgule, après avoir épuisé les forêts au Québec et au Canada, virgule, ont découvert qu'ils pouvaient désormais exploiter les arbres sur le flanc ouest des Andes au Chili. Alors, une des conséquences de l'accord Canada-Chili, c'est la querelle, maintenant, entre les multinationales canadiennes et les Indiens Mapuche, qui vont venir nous rappeler ici à Québec au mois d'avril prochain. Alors, il y a quelque chose ici qui est assez intéressant et sur lequel je voulais peut-être insister en commençant. Et le document est suivant. C'est un document qui est adressé depuis le vice-président vers la présidence. On vient de signer l'ALENA. Tout le monde glousse de joie. Et là, l'idée est la suivante. Il faut maintenant convoquer un sommet des Amériques. Alors, c'est des Américains. Je suis navré pour les Américains dans la salle. Je vais faire ça vite, donc pas dans la dentelle, je n'ai pas le temps. Je vais vous lire les 5 lignes qui donnent la raison pour laquelle
après l'ALENA, il faut faire la ZLEA. Il faut une explication, là. L'économiste nous dit que c'est la joie de commercer, mais on va peut-être en trouver une autre ici. Ce que dit... Alors, c'est en anglais, hein? Les États-Unis parlent anglais. Alors, ils disent, pourquoi convoquer le sommet des Amériques? Alors, le mémo vise à obtenir l'approbation pour convoquer le premier sommet des Amériques. Alors, ici, c'est ça que j'adore, là. Première expression, « to build on NAFTA victory ». Alors, pour ceux qui n'ont pas les traductions simultanées, pour construire sur la victoire de NAFTA, alors prenez pas ça trop mal, là. Victoire, ça peut vouloir dire avoir obtenu le vote au Congrès, le fast track, mais ça peut vouloir dire autre chose. Ça peut vouloir dire que peut-être qu'ils ont gagné quelque chose dans l'ALENA. Et ensuite, mais ça, c'est pas la seule chose. L'autre, c'est la suite. Pourquoi la ZLEA? To generate a broad hemispheric consensus. Alors, permettez-moi de traduire littéralement, même si ça fait un peu vulgaire, pour générer un large consensus hémisphérique behind our key policy objective. Derrière nos politiques à nous, hein? Nos politiques clés à nous, nos objectifs politiques clés à nous. Ça, c'est une chose qui m'apparaît intéressante de rappeler quand on parle de libre-échange dans les Amériques. Troisième et dernier point. Qu'est-ce qui est sur la table et qui négocie? Alors, la première question, ça va être plus facile. On ne sait pas ce qui est sur la table. Alors, évidemment, il y a tout un ensemble de mouvements dans les Amériques qui ont demandé à savoir un peu ce qui était sur la table. Est-ce que la ZLEA, c'est l'ALENA? Si la ZLEA, c'est l'ALENA, est-ce qu'on va avoir un chapitre 11 hémisphérique? Est-ce qu'on va avoir l'institutionnalisation d'une commission de l'ALENA comme on l'a dans le chapitre 10 sur les marchés publics? On n'en parle jamais de cette salade-là. Le chapitre 10 qui prévoit que les négociations qui sont inscrites dans le cadre de l'ALENA sont des négociations permanentes qui se mènent à l'heure où on se parle, au secret, sous l'égide d'une trentaine de groupes de travail. Où rendent-ils des comptes, ces groupes de travail? On pourrait demander à M. Pettigrew tantôt. On n'en a aucune idée. J'ai demandé à les parlementaires ne le savent pas. Il y a un problème, là. Donc, on ne sait pas ce qui est sur la table, mais on sait qui négocie. Qui négocie? Les gouvernements, des exécutifs, négocient. Ils ont un acteur qui est très près, qui suit le dossier depuis l'an zéro, l'America's Business Forum. Et là, cette accointance entre milieu d'affaires et gouvernement, elle est intéressante. Hein? Prenez-moi pas pour ce qu'il faut, là. Hein? Elle est intéressante. Mais le problème, c'est pourquoi cela n'est-il pas ouvert? Parce qu'après tout, qui paye les billets de ces hommes d'affaires qui rejoignent toutes ces conférences? Pas eux qui payent ça personnellement, là. C'est leurs entreprises qui payent ça. Les entreprises n'assument pas ça. Elles les mettent sur leur rapport d'impôt. Donc, c'est nous qui payons ça. Comme on paye, d'ailleurs, si ma mémoire m'est fidèle, les dépenses des gouvernements. Or, où sommes-nous dans le processus? Maintenant qu'on parle de démocratie, dehors. On n'a aucune idée de ce qui se passe. On n'a aucune idée de ce qui est sur la table. On n'est pas convoqué non plus à cette merveilleuse célébration que va représenter la zone de libre-échange des Amériques. Je vais vous donner une illustration de ça qui est quand même assez incroyable. Il y a eu la formation dans les Amériques, il y a quelques années, d'une conférence des parlementaires des Amériques. À sa dernière Assemblée générale, la conférence a souligné le fait que les pouvoirs législatifs étaient mis à l'écart de la négociation des Amériques, sollicitant de la part des exécutifs d'être tenus au courant et en s'engageant les uns et les autres à tenir des auditions sur la zone de libre-échange des Amériques. Récemment, les représentants de la COPA ont demandé au gouvernement fédéral d'être reçus au moment du sommet des Amériques. Vous savez où ce qu'on leur a dit? On s'excuse, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de recevoir nos représentants. On n'a pas le temps de débattre de manière politique de ce dont il s'agit. C'est quand même assez étonnant, ça. Alors, nous, on leur a tendu la main. Quand je dis nous, ceux qui organisent l'ensemble des événements parallèles, on leur a dit, moi je suis impliqué dans l'organisation du Sommet des peuples des Amériques, le deuxième, on a dit, écoutez, faites comme on a fait la première fois. La première fois, on a eu un forum parlementaire, là on va vous ouvrir un forum parlementaire, on pourra en toute démocratie délibérer et échanger sur ce qui est en train de se produire à l'heure actuelle dans les Amériques. Donc je pense qu'il y a un ensemble de problèmes avec cette zone de libre-échange des Amériques, ensemble de problèmes qui nous renvoient à l'ALENA, qui nous renvoie aussi à une taupe dont on ne parle jamais, qui est l'accord de commerce intérieur, qui a été signé en catimini en 1996 et qui lie désormais les provinces dans le même genre d'accord que l'ALENA. Et pour toutes ces raisons, donc, je pense qu'il faudrait
pour le sommet de Québec 2001, il faudrait non seulement qu'il y ait des gouvernements et des gens d'affaires, mais il faudrait aussi qu'il y ait le public qui soit reçu pour qu'on puisse débattre de ce dont il est question là et remettre sur la table un ensemble de questions qui m'apparaissent difficiles à défendre, et entre autres, ce fameux chapitre 11 sur l'investissement, et entre autres, cette fameuse question d'une institutionnalisation d'une commission de l'ALENA qui, au moment où on se parle des règlements des marchés publics, sans qu'on sache ce qui se passe, sans qu'on sache où ça s'en va. Je voudrais, en terminant, dire une chose, ou deux. Il y a un élément que j'ai entendu tout à l'heure, une question, une interprétation que j'ai entendue tout à l'heure, sur laquelle je voudrais m'attarder en terminant. Ces gouvernements, certains gouvernements, défendent face à ce qui est en train de se produire, face à la mondialisation, cette idée qu'ils sont impuissants. Il y a tout un ensemble d'arguments disant, bon, il y a un retrait de l'État, la montée en puissance des multinationales, les corporations transnationales. Or, il y a une méprise profonde ici. Il n'y a pas retrait de l'État. L'État se prolonge à tous les niveaux possibles et imaginables. Regardez votre précédent chèque de paye, vous allez le confirmer. Le problème, ce n'est pas ça, là. Le problème fondamental, c'est qu'il y a un retrait du politique. Il y a un retrait des débats sur des questions centrales. Et c'est ça qui est le déficit démocratique qui est inscrit au cœur du processus des Amériques. La clandestinité de la négociation, le secret qui entoure la négociation, l'enfermement des négociateurs dans des murs pour pouvoir nous libérer, nous. Admettez que c'est paradoxal. On parle de démocratie et on érige des barrières. Essayez de concilier l'un et l'autre. Si vous y arrivez, écrivez-moi. Merci beaucoup. Merci beaucoup également de m'avoir invité aujourd'hui ici à l'Université Laval. Je suis très content de pouvoir participer à cette discussion sur le sommet de Québec, la zone de libre-échange des Amériques, le phénomène d'intégration, la mondialisation, l'ancien accord de libre-échange avec les États-Unis, celui avec le Chili. C'est très intéressant. Ça me fait très plaisir d'être ici parce que je pense que c'est important de vous entendre également et j'espère que pendant la période de questions, on pourra avoir un bon échange. Je suis content d'avoir entendu Mme Lacasse et M. Brunel s'exprimer sur un sujet qui est très important parce que pour moi, c'est un sujet qu'il faut débattre. Nous sommes dans une société démocratique et c'est très important, en effet, de débattre de ces questions-là. Le sommet de Québec, je pense que c'est important de constater, je pense que Mme Lacasse l'a bien exprimé, qu'il s'agit d'une rencontre internationale la plus importante à jamais avoir lieu au Canada, qui déborde le cadre de la zone de libre-échange des Amériques, c'est-à-dire que la zone de libre-échange des Amériques est un des éléments, mais qu'il y a d'autres enjeux ici, qui sont le progrès de la démocratie, l'approfondissement des droits humains à travers notre hémisphère et les progrès des relations entre nos différents pays. Je crois que, pour ma part, si je regarde historiquement ce qui est arrivé à la fois sur le continent européen avec l'approfondissement de l'intégration économique et sur notre continent depuis une vingtaine d'années, un peu plus tard que par rapport aux États-Unis, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'à mesure que nous avons intégré nos économies et ouvert nos marchés, établi des règles commerciales entre nous qui permettaient des échanges plus nombreux, il y a eu en même temps un progrès sur notre hémisphère de la démocratie qui a été considérable. Nous vivons sur un hémisphère où pendant longtemps, le Canada a été assez mal à l'aise parce qu'il y avait sur le continent sud-américain des régimes politiques avec lesquels nous n'étions absolument pas à l'aise parce qu'ils relevaient beaucoup plus de dictature et de coups d'État. Et je crois que le lien entre l'ouverture des marchés et les progrès de la démocratie sont un élément extrêmement important. Je voudrais regarder l'expérience européenne également. On oublie parfois les raisons pour lesquelles nous avons procédé à l'intégration économique européenne dans l'après-guerre. Ce continent européen s'était déchiré pendant des siècles, avait connu des guerres et des guerres et des guerres. Il est arrivé qu'en 1945 et dans les années qui ont suivi, on a constaté que si nous augmentions l'interdépendance entre les pays,
l'interdépendance au plan des ressources et au plan des économies et au plan des marchés, cette interdépendance des pays rendrait la guerre impossible. On s'est dit, par exemple, quand on a fait le pool charbon-acier entre l'Allemagne et la France, que si les ressources de l'acier étaient mises dans une autorité supranationale au-dessus de la France et de l'Allemagne, on rendrait la guerre très difficile parce qu'on ne pourrait plus faire des chars d'assaut et des avions sans que l'autre le sache. Donc, l'interdépendance des peuples avait comme premier objectif dans l'après-guerre la paix, donc éviter la guerre. Ça a été un des outils que nous avons développé d'abord avec le pool charbon-acier, que nous avons développé par après avec l'Europe atomique, qui a eu une autorité supranationale, le traité de Rome qui a créé un marché commun. Alors, je pense qu'on ne peut pas dissocier les impacts politiques de ce que nous faisons au plan de l'économie et qu'il y a des choses extrêmement salutaires. Il n'y a plus eu de guerre en Europe entre des adversaires traditionnels, en tout cas depuis que nous nous sommes engagés dans cette voie-là. Il doit y avoir quelque chose d'intéressant et je crois que l'expérience dans notre hémisphère, elle est peut-être moins radicale, puisque nous n'avions pas eu toutes ces guerres et toutes ces réalités, mais que les progrès de la démocratie dans notre hémisphère est également tributaire de l'ouverture, si vous voulez, de nos économies et de nos intégrations. Je pense que le phénomène de la mondialisation est un phénomène extrêmement profond, c'est un phénomène révolutionnaire, c'est clair. C'est vrai qu'on l'utilise à toutes les sauces et qu'il faut bien le définir. Par exemple, je le distingue toujours du phénomène d'internationalisation, où les rapports entre les nations étaient augmentés, alors que celui de la mondialisation a beaucoup plus tendance à ignorer les frontières. Je pense que le phénomène de la mondialisation, oui, les États en ont été des acteurs et des promoteurs dans les déréglementations et dans les négociations pour faciliter le transfert, le fait de traverser les frontières, clairement. Mais je pense que le phénomène repose quand même surtout sur des progrès technologiques extrêmement importants qui ont été faits au niveau de la société d'information dans laquelle nous sommes et qui rendaient beaucoup des réglementations que nous avions absolument caduques. Parce qu'à partir du moment où vous avez les possibilités qui sont offertes par ces technologies des communications, par les technologies que nous avons inventées de toutes sortes et qui aident l'humanité, beaucoup des réglementations doivent être redéfinies, ne peuvent pas être adressées uniquement sur une base d'une nation ou d'un pays, mais doivent l'être sur une base internationale, et c'est très important. Donc, la mondialisation est un phénomène où, oui, bien sûr, les gouvernements ont des rôles à jouer, mais la mondialisation est également un phénomène qui repose sur des développements technologiques qui sont indépendants de nos volontés et qui contribuent largement au progrès des sociétés. Je pense qu'il y a 200 ans, lorsque l'humanité a connu le phénomène de la révolution industrielle, ça a été brutal. Ça a été difficile. L'exode rural en faveur des manufactures au moment de la révolution industrielle a insécurisé beaucoup les populations qui les ont vécues. Mais personne aujourd'hui ne remettra en question que la révolution industrielle a considérablement fait évoluer l'humanité, a permis un progrès considérable dans les niveaux de vie des citoyens, a considérablement fait reculer la faim dans le monde et fait progresser la santé. Mais il est clair que la révolution industrielle avait amené au début un phénomène d'exploitation. Il y avait un phénomène d'exploitation. Et le politique a réagi. Le politique a réagi en étant capable d'établir des normes de travail de plus en plus poussées, en établissant des droits qui ont augmenté tranquillement, pas vite, assez radicalement parfois, au point où nous avons développé des sociétés qui étaient beaucoup plus équitables. Le drame que nous vivons à l'heure actuelle, c'est que nous connaissons certains produits de la mondialisation qui améliorent considérablement les conditions de vie dans lesquelles nous sommes. Nous sommes en train de tous devenir des citoyens du monde, de nous ouvrir aux réalités des autres. Il y a des grandes améliorations par rapport au niveau de conscience des êtres humains par rapport à la planète sur laquelle ils vivent. Mais il est clair que nous n'avons pas encore trouvé des solutions au phénomène de l'écart de la richesse qui se crée, écart de richesse qui se crée et entre des pays, bien sûr, et à l'intérieur des pays, entre les plus riches et les plus pauvres.
Et ce phénomène de la redistribution de la richesse, il est pour moi très important. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un livre il y a 2 ans et que j'ai dit qu'il fallait réinventer la fonction politique, mais nous devons la réinventer au bon niveau. Et lorsque nous parlons de crise financière ou de crise asiatique qui ont absolument insécurisé, déstabilisé nos économies, les principales victimes n'ont pas été les gens riches. Ça n'a pas été les gens les plus riches, c'est toujours les gens les plus faibles, c'est toujours les gens qui sont les plus démunis qui souffrent dans ces questions-là. Et c'est la raison pour laquelle mon collègue Paul Martin a créé avec certains de ses collègues le G20, le groupe de 20 pays, pour essayer de prévoir les crises financières. On ne peut pas, sur la base d'un seul pays, réguler d'une façon qui évitera les crises internationales. Les situations sont globales et mondiales et les solutions doivent l'être également, mais je crois que notre pays a un rôle de leadership à jouer pour ce que j'appellerais humaniser la mondialisation, tout comme la révolution industrielle d'il y a 2 siècles a également été humanisée par la fonction politique. Je suis un ardent défenseur du rôle de l'État. Je crois que les gouvernements ont un rôle à jouer, mais ils ne peuvent pas le jouer d'une façon traditionnelle en se repliant derrière des frontières qui sont devenues perméables, pas uniquement par choix des gouvernements, mais qui sont devenues perméables également parce que les technologies les ont complètement perméabilisées et rendues caduques dans un grand nombre de cas. Ce que je crois, c'est que les pays du Sud, les pays les plus démunis, les pays pauvres ont été les plus grandes victimes de l'échec de la conférence de Seattle à l'Organisation mondiale du commerce. Parce que ce sont les pays qui avaient le plus à gagner, et si cet échec a eu lieu, à mon avis, il est en train de faire reculer bien davantage les possibilités d'avancement des pays du Sud. Parce que pour nous, c'est assez confortable de vivre dans nos pays. Il faut le reconnaître. Nous vivons dans des pays très confortables dans nos économies. Et ce qui est le but, c'est d'ouvrir les marchés, d'ouvrir notre propre marché, de permettre aux pays du Sud d'accéder également à des consommateurs capables de payer des prix décents par rapport à leurs produits qui leur permettront de se développer. Moi, je crois que le commerce mène au développement. Le commerce mène au développement des gens qui sont capables de produire dans les pays du Sud des produits dont nous avons nous-mêmes régulièrement besoin. L'Organisation mondiale du commerce, c'est également établir des règles entre lesquelles nous pouvons travailler, des règles qui s'appliquent à l'ensemble des pays et qui permettent aux pays les plus forts et les plus gros de ne pas simplement tout ramasser. Et je voudrais peut-être conclure sur ceci. M. Brunel a ouvert ses remarques en remettant en question les qualités des négociateurs un peu partout à travers le monde. Bon, alors, vous savez, ce qui me frappe, moi, je vais dire une chose pour la première fois publiquement depuis que je suis ministre du Commerce international, et je le fais parce que je suis dans un milieu universitaire et je me sens un peu plus aujourd'hui orienté vers les débats intellectuels. M. Brunel l'a évoqué de toute façon, mais le surplus commercial canadien aux États-Unis est maintenant à un niveau de 90 milliards de dollars. Nous vendons pour 90 milliards de dollars de plus sur le marché des États-Unis que les États-Unis sur nous. Les gens qui, il y a quelques années, s'opposaient disaient exactement le contraire. Ils disaient « Nous allons nous faire envahir par un partenaire commercial beaucoup plus fort, qui connaît des économies d'échelle, qui est plus productif. » Alors, aujourd'hui, on change l'histoire et on dit « Ce surplus était voulu par les Américains. » Non. Je peux vous dire une chose, la raison pour laquelle je ne parle jamais du très grand succès canadien, c'est que je ne veux pas de trouble avec les Américains. Moins les Américains savent que nous avons ce surplus commercial aussi important, plus c'est facile pour moi de gérer la relation bilatérale avec les Américains. J'entendais un discours dernièrement d'un politicien américain éminent qui déchirait sa chemise parce qu'il disait que les Européens, oui, tous les Européens, tous les membres de l'Union européenne connaissaient avec les États-Unis un surplus commercial scandaleux de 17 milliards de dollars. Les 300 millions d'Européens connaissaient un surplus commercial de 17 milliards, ce qui choquait les Américains qui disaient « notre marché est trop ouvert et tout ». Alors évidemment, nous, à 31 millions de Canadiens, nous avons établi et négocié des conditions qui nous permettent d'avoir un surplus commercial de 90 milliards, ce qui représente des milliers et des milliers d'emplois chez nous. Je n'ose pas en parler trop souvent parce que je ne veux pas que les Américains deviennent protectionnistes à notre endroit et je veux au contraire
Je veux au contraire protéger vos emplois de demain, qui sont certainement très liés au commerce international. Chacun d'entre vous, comment vous percevez le fait que Cuba ne soit pas partie prenante de la zone de libre-échange des Amériques? Pour ce qui est du choix des 34 pays, c'est que nous avons choisi de n'inviter à cette zone que les pays où les chefs d'État et de gouvernement étaient élus démocratiquement. Oui, je peux peut-être te dire 2 mots là-dessus. Il y a certains leaders charismatiques dans les Amériques qui ne sont pas élus très démocratiquement non plus. Je pense, par exemple, à Feu, pas Feu, il est encore là. Il n'est pas encore là. Il est en voyage au Japon, là, je nommerai pas son nom. Non, je le connais, on le sait, mais je ne voulais pas le mentionner quand même. Il faut être discret. Donc, il y en a un certain nombre qui sont élus un peu vite. Et là, je pense que l'idée le critère de démocratiquement élu, c'est tout simplement une façade qui permet de maintenir à l'ombre Cuba. Mais Cuba est exclu du processus des Amériques, en gros, depuis 1959, là. Ce qui est assez intéressant, c'est que parmi les gens autour de la table, ça vous donne une idée du pouvoir des Américains, parmi les gens autour de la table, il y a plusieurs pays qui reconnaissent Cuba. Pourquoi ces pays qui reconnaissent Cuba ne demandent-ils pas que Cuba soit invité? Ça, c'est peut-être une chose. Parmi ces pays-là, en passant, il y a le Canada. L'autre remarque que je voulais faire, le cas de l'Europe, c'est vrai, mais il y a tout un ensemble de revendications qui viennent des Amériques un peu partout. Et à travers les sommets le précédent sommet des Amériques tenu à Santiago en avril 1998, une des revendications, c'était précisément le recours au référendum. Que les Européens l'aient fait avant ou après, peu nous en chaud. Nous, on voudrait avoir un référendum dans tous et chacun des pays. Ma question, elle est liée justement à un certain commentaire de M. Petitgrou qui parlait de la solution au phénomène de l'écart, qui parlait de redistribution de richesses, pardon, et puis qui disait que les pays les plus pauvres ont été les plus grandes victimes. J'aimerais vous poser une question, et je vais mettre des chiffres sur ma question, parce que à ce qu'on dit, les économistes aiment bien les chiffres. En 70, tous les pays de l'Occident s'étaient fixés comme objectif de contribuer 0,7 % de leur PIB au développement international. En 85, le Canada consacrait 0,48, en 98, 0,34 et en 99, 0,29. Alors moi, j'ai appelé à Statistique Canada et j'ai demandé c'était quoi le montant. On n'a pas pu me le dire. Ce que j'ai pu relever, c'est un chiffre. On a fusionné les affaires étrangères et puis l'aide internationale et puis ça donnait 3,6 milliards, bref, environ 0,5. Donc, j'ai une question pour M. Petitgrou. Comment est-ce qu'on peut parler de redistribution de richesses, d'équité, tout ça, quand les pays de l'Occident n'ont pas tenu une promesse qui pourtant était historique et bon, disons, il y avait beaucoup de pays qui l'ont pris. Je suis d'accord que les États-Unis ne l'ont pas pris, mais le Canada, c'est le pays avec la Suisse qui a le plus haut niveau de vie. Comment est-ce que le Canada peut ne pas remettre cet argent-là aux pays du 3/4 du monde en termes de population? Et avant de répondre, monsieur, j'aimerais avoir une réponse brève, concise et s'il vous plaît pertinente. J'aimerais bien avoir l'avis de monsieur Brunel par la suite. Merci. J'essaierai d'être aussi concis que vous l'avez été dans votre question. D'abord, permettez-moi de revenir sur votre préambule. Je ne crois pas que le fait qu'il y ait eu une élimination de la guerre entre les partenaires de l'Union européenne ait résulté dans l'exportation de la guerre. Je crois pas. Je crois qu'il y a eu d'autres guerres en Europe parfaitement regrettables, mais que ce n'est pas cette guerre-là qui a été exportée. Pour revenir sur ce dossier de l'aide au développement, c'est vrai que l'Agence canadienne de développement a fait un travail absolument remarquable. C'est également vrai qu'un très grand Canadien, Lester B. Pearson, avait fixé l'objectif de 0,7 du produit intérieur brut comme cible d'aide au développement. Et je peux vous assurer d'une chose, je crois que c'est très important que nous revenions à l'objectif que nous avions. Il y a eu au Canada, par rapport à l'aide au développement, malheureusement, dans les années 90, des reculs, et je l'admets. Les finances publiques canadiennes ont été dans un état lamentable. Nous avions nous-mêmes un déficit de 42 milliards de dollars et nous avons dû d'abord corriger ce déficit extrêmement important et dans le grand intérêt de la plupart des citoyens et de tous les citoyens. Maintenant, dans notre programme aux dernières élections, nous nous sommes engagés à remonter le budget d'aide au développement
via l'Agence canadienne de développement international. Et là, il faudra surveiller si notre gouvernement tient sa parole, mais cet engagement a fait partie de notre plateforme électorale sur laquelle nous avons été réélus. Nous sommes commis à augmenter ces budgets parce qu'il est absolument impérieux que nous aidions ces pays à se renforcer. Monsieur Petitgrou, il y a quelque chose dans votre discours que, en tout cas, j'ai pas très bien saisi. Là. Vous parlez de révolution industrielle, vous parlez des moments difficiles que la révolution industrielle a fait connaître, puis heureusement, on a réussi à s'en sortir, mais moi, je vois pas qu'en ce moment, on a vraiment su se sortir de certains problèmes dont la misère, la pauvreté, l'exploitation de la nature. Et puis, quand on pense que dans certains pays du Sud, il y a quelques années, ils avaient fait certains progrès dont vous parlez, la santé, l'éducation, que l'État avait accordé aux populations, mais qu'avec la libéralisation, la déréglementation, puis les politiques qui ont été appuyées par le Fonds monétaire, puis international, puis la Banque mondiale, ces acquis-là ont baissé, puis la pauvreté, elle a augmenté dans ces pays-là, puis la redistribution de la richesse, là, je ne vois pas comment vous allez nous l'apporter avec la zone de libre-échange. Mais écoutez, moi, je vous dis, écoutez, vous dites il y a encore de la misère et de la pauvreté. Certainement. Je suis absolument d'accord. C'est la raison pour laquelle on veut augmenter nos budgets d'aide au développement. C'est une des raisons pour lesquelles je veux augmenter le commerce international. C'est que je crois que la misère, la faim, la pauvreté dans le monde, le commerce est une des solutions. Et je pense qu'en ouvrant nos marchés davantage aux produits dans des pays du Sud, on va contribuer à leur enrichissement, puis on va leur permettre justement d'avoir un niveau de développement qui soit plus élevé. Alors, le commerce fait partie de la solution et ne fait pas partie du problème. Ce que j'ai dit cependant, c'est qu'avec les progrès technologiques de la révolution industrielle, il y avait eu dans la première et deuxième génération, et pendant un certain temps, étant donné tous les changements technologiques de l'Europe, de l'économie rurale, de l'économie agraire, ça a été dur de s'adapter à une économie manufacturière et une économie industrielle. Et je l'ai dit, ça a donné des exploitations au début qui étaient terribles, mais que nous avons amoindries tranquillement, pas vite, mais ces progrès-là ont quand même permis un développement et un niveau de vie beaucoup plus élevé. Nous avons aujourd'hui un niveau de vie beaucoup plus élevé que l'humanité avait il y a 400 ans. Mais écoutez, c'est absolument évident. Les gens aujourd'hui ont un niveau de vie, surtout ici, énormément plus élevé que nous avions même au Québec il y a 30 ou 40 ans. Votre question sur les inégalités, la libéralisation économique, c'est un point, mais je pense que la plupart des intervenants s'entendent une chose en disant qu'il y a un accès à l'éducation qui doit être réélargi dans ces zones-là et qui a été, vous le dites, rogné avec les années où il y en avait eu certains acquis et ça a redescendu. Et c'est clair que l'accès à l'éducation, on dit l'accès à la santé, l'accès à l'éducation, mais l'éducation en particulier, c'est ensuite l'accès à une meilleure, je dirais, progression sociale, puis à un accès économique. Donc, je pense que l'éducation est une des clés qui est identifiée comme étant un élément capable, je dirais, d'aider au progrès économique et à l'accès, donc, à une certaine égalité. Ce n'est malheureusement pas magique. Okay. L'équation commerce-développement est une équation intéressante, mais elle ne tient pas nécessairement la route. Le problème, c'est pas de savoir s'il y a eu augmentation du niveau de vie depuis 400 ans. Ça, je pense qu'on peut s'entendre assez vite là-dessus. Même depuis 40 ans, ça va. Il y a un problème beaucoup plus grave, c'est la détérioration depuis 1989, c'est-à-dire à peu près depuis la fin de la guerre froide, depuis le passage aux nouveaux accords de libre-échange. Il y a une nette détérioration, bon sang. Il ne faut quand même pas exagérer. Que les riches s'enrichissent, oui, mais il y a une détérioration. Détérioration dans les qualités des services, on le sent très bien au Canada et au Québec. C'est vrai que comparé à 40 ans, c'est mieux que c'était dans les années... oui, mais c'est les 10 ans qui comptent. C'est la détérioration. Or, comment expliquer cette détérioration au moment même où on a ce merveilleux surplus de 90 milliards avec nos voisins du Sud, bon sang? Il faut quand même expliquer ça. Ça ne percole pas vers le bas. Le salaire minimum au Québec, je ne sais pas de votre juridiction, M. Petitgrou, profitez-en. Le salaire minimum au Québec vient d'être augmenté de, savez-vous combien? 10 cents. Victoire! Il ne faut pas confondre tous les phénomènes. Il y a un enrichissement de nos sociétés. J'ai reconnu que nous avions un plus grand problème de redistribution de la richesse, c'est clair, et je suis parfaitement prêt
à dire qu'il faut réinventer la politique pour s'assurer qu'on puisse le faire. Mais comparer les conditions par rapport à nos programmes sociaux, à l'éducation, l'accès est énormément plus large au Québec et dans nos sociétés aujourd'hui qu'il ne l'était autrefois. L'éducation aujourd'hui est beaucoup plus... L'accès est énormément plus large, également à la santé. Maintenant, si on parle des programmes sociaux depuis 10 ans, je le comprends très bien, c'est que jusqu'en 1989, nous avons vécu au-dessus de nos moyens. Nous avons eu des déficits... Non, mais écoutez, là, c'est vous qui allez avoir à la repayer, cette dette-là. Nous avons une dette de 600 milliards de dollars, et si nous avions des programmes sociaux, si généreux, c'est très souvent que ce n'était pas fait avec des argents que nous payons, des gens qui gagnaient de l'argent, qui payaient des taxes. C'était fait avec de l'argent emprunté. Donc, nous avons dû faire un ménage dans les finances publiques qui, malheureusement, a pu avoir un impact sur les programmes sociaux, mais je peux vous dire une chose, ce n'est pas à cause de l'accord de libre-échange, c'est parce que nous avions des finances publiques qui ont eu des exigences extrêmement élevées, et j'espère que nous allons être capables de renforcer le filet de sécurité sociale parce qu'il est très important pour permettre aux gens de progresser dans la nouvelle économie. Ma question, c'est sur la question du chapitre 11. Le Canada a une position contre le chapitre 11. On a montré les effets négatifs. En gros, c'est des multinationales, particulièrement américaines, qui peuvent faire tomber concrètement des lois qui défendent notre environnement, notre santé. Alors, si le gouvernement du Canada est contre le chapitre 11, est-ce qu'il va se retirer de l'ALENA? Non. Nous avons... non, mais je vous le dis, ce qui est la position canadienne, en tout cas certainement depuis que je dirige la politique commerciale canadienne, c'est celui-ci. Ce que j'ai dit, c'est que le chapitre 11 avait amené certains abus, que certains tribunaux avaient interprété le chapitre 11 d'une façon qui ne m'apparaît pas conforme aux intentions des rédacteurs de ce chapitre au moment où nous l'avons négocié. Et ce que je demande depuis 2 ans, c'est que nous ayons une clarification de ce chapitre-là, justement, pour nous assurer qu'on n'abuse pas et que nous respections les véritables intentions des rédacteurs de ce chapitre à ce moment-là. Et je crois comprendre que la nouvelle administration mexicaine manifeste plus d'ouverture. C'est elle qui avait résisté à cette clarification-là pour toutes sortes de raisons. Et j'espère beaucoup qu'avec la nouvelle administration, nous soyons capables de le faire au cours des prochains mois. Ma question s'adresse à M. Petitgrou et peut-être aussi à Mme Lacasse en même temps. Je voudrais savoir, on a parlé beaucoup de l'ALENA, puis vous semblez dire tantôt, Mme Lacasse, qu'il y a un accord parallèle qui a été signé sur le travail. Sauf qu'on n'a pas chargé personne de le faire appliquer. Comment ça se fait qu'on est tenu de respecter les accords au niveau commercial, puis quand ça traite de l'environnement, des droits du travail ou de d'autres choses, on peut ne pas les respecter, puis ça ne dérange pas? Je vous disais, c'est un accord parallèle qui s'est ajouté au moment des négociations avec le Mexique, d'ailleurs. Et moi, je suis plutôt d'accord avec vous. Et c'est ce que j'avais souligné, que dans le Sommet des Amériques, dans cet accord-là, il faudrait avoir des mécanismes, je dirais, des institutions qui surveillent l'application, autant au niveau de l'environnement que du travail. Et plus tôt, la salle, a quelqu'un demandé au niveau aussi des droits fondamentaux, des droits humains, quelles étaient les garanties et comment. On se reporte un peu sur l'OEA, l'Organisation des États américains, sur cette question-là, en disant les droits fondamentaux, c'est eux qui vont les régler. Et là aussi, il devrait y avoir, à mon avis, un renforcement institutionnel pour leur donner un pouvoir d'enquête plus étendu et un pouvoir d'application. Donc, dans les garanties recherchées, moi, je suis d'accord avec vous sur le renforcement des garanties d'exécution. Pourquoi c'était parallèle? Mais là, vous êtes au niveau politique, mais je suis d'accord qu'un renforcement est nécessaire. Mon commentaire et ma question s'adressent à M. Petitgrou. D'abord, je voudrais remettre en question 2 de vos équations. D'abord, industrialisation est égale aux augmentations des conditions de vie. Vous avez dit tout à l'heure qui va remettre ça en question. Eh bien, je le fais. Je ne crois pas être la seule dans la salle. Je pense que les gens me signalent que non. Et puis, si on considère que présentement, le réchauffement de la planète va 10 fois plus vite qu'on avait prévu, alors est-ce que vraiment l'industrialisation a amené des conditions de vie? Certes, oui, je serais d'accord avec M. Brunel, c'est différent d'il y a 400 ans, mais à quel prix? Ma deuxième chose que je voudrais remettre en question, c'est votre autre équation qui était commerce égale développement. Si on considère que la ZLEA, entre autres en ce qu'on en sait, parce qu'évidemment, on ne peut pas en avoir beaucoup plus, mais l'ALENA, tous les accords de libre-échange vont pour donner plus de droits aux entreprises, pour permettre aux entreprises de venir ici, s'installer et d'avoir des droits, de le faire un petit peu à leur façon. Moi, je ne considère pas que ça amène le développement des êtres humains, culturels et socialement.
Ma question est, vous avez dit tout à l'heure que pourquoi la raison pourquoi laquelle vous ne répondez pas à notre ultimatum, qui est d'ailleurs ici, ceux qui veulent le lire dans l'Assemblée, c'est que vous respectez les... Oui, c'est ma question. Vous respectez les gens avec qui vous négociez. Ma question, est-ce que vous allez nous respecter, nous, la population qui vous a élus? Si nous ne vous respectons pas, vous saurez quoi faire aux prochaines élections. Vous avez juste à voter contre nous autres. Nous sommes redevables devant la population. Nous avons des comptes à rendre à tous les 4 ans et vous êtes régulièrement interrogés sur nos différentes politiques. Alors, non, mais écoutez, il y a bien des gens qui se promènent, là, de certains organismes, certains ONG qui se promènent, qu'on ne sait pas comment ils sont financés, ils n'ont aucun compte à rendre à personne. Je m'excuse, mais moi, je rends des comptes. Je viens de gagner dans mon comté par 12 000 voix. Alors, il y a certainement des citoyens, quelque part, qui doivent trouver que ce qu'on fait, ça a un peu d'allure. Et là, je pense que s'il y a... Non, je veux dire, je pourrais vous nommer certaines organisations non gouvernementales, je ne les nommerai pas, mais dont le financement est fait par des intérêts protectionnistes aux États-Unis qui sont venus manifester à Seattle, qui ont tout fait pour empêcher l'ouverture des marchés américains aux pays du Sud pour des intérêts protectionnistes aux États-Unis. Alors, je m'excuse, mais il y a l'autre côté de la médaille qui est extrêmement important. Alors, soyons tous plus transparents. Moi, je suis d'accord avec vous. Là, je ne reviendrai pas sur les 2 prémices de votre question parce qu'en fait, ça m'inviterait à refaire tout mon discours. Alors, vous n'êtes pas d'accord. Je respecte votre point de vue et chacun pourra, par ses propres lectures et analyses de la situation, décider si c'est plus facile de vivre en 2001 que ça ne l'était en 1601. Les conférences de la chaire publique de l'Allier constituent un savoir en partage. C'est l'occasion de favoriser les débats, d'affirmer le sens critique et de promouvoir la vulgarisation des connaissances à l'égard des grandes préoccupations actuelles.